Enquête raconte. Christophe Ondelatte. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une affaire criminelle qui se déroule dans la Marne en 2010. L'enquête sur l'assassinat de Laurence Dromard le 15 juillet 2010. C'est une histoire intéressante jusqu'à la fin, puisqu'au procès, il y en aura deux, tout va se jouer sur l'intime conviction des jurés. Pas de preuves formelles. L'occasion de rappeler d'ailleurs qu'à la cour d'assises, il n'y a pas besoin de preuves. Je vous lis l'article 353 du Code de procédure pénale, qui est relu par le président ou la présidente à chaque fois qu'un jury se retire pour délibérer. La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils sont convaincus, elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction ? Pour le débrief tout à l'heure, une journaliste qui a fait toute sa carrière à Radio France, à France Bleu Champagne, grande spécialiste des affaires criminelles et qui la poursuit aujourd'hui sur son blog. Bonjour Monique Derrien. Bonjour. Votre blog s'appelle moniquederrien.com. Voici cette Très histoire. facile. Je l'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire débute en juillet 2010 à Saint-Martin-d'Ablois, dans la Marne. Le 15 juillet à 22h11, les pompiers reçoivent un appel paniqué. Sapeur-pompier, j'écoute. Allô ? Je suis Sylvain Dromard, à Saint-Martin-d'Ablois. Venez vite, j'ai trouvé ma femme dans l'entrée chez moi. On lui a fracassé le crâne. Elle respire ? Je sais pas, je crois que oui. Les pompiers arrivent, la scène est terrible. Le mari tient sa femme dans les bras et il y a du sang partout dans la pièce. Un carnage, une grande flaque sur le sol, des éclaboussures sur les murs, sur les meubles, et la tête de Laurence Dromard, elle s'appelle Laurence, explosée, fracassée. Les pompiers se lancent alors dans un massage cardiaque et là, miracle, son cœur repart. Ils la stabilisent, ils la mettent dans une ambulance, mais malheureusement, Laurence Dromard meurt sur la route de l'hôpital. Quand les gendarmes arrivent, ils trouvent le mari, Sylvain, qui est artisan menuisier et qui a découvert le corps en rentrant du boulot, effondré. On était mariés depuis 19 ans. Il va falloir que je dise ça à nos deux filles. Leur maman est morte. Elles ont quel âge, vos filles ? Chloé a 14 ans. Et Clarisse a 18. Vous avez une idée de qui a pu faire ça ? Je pense que c'est un cambriolage. Regardez. Ils ont tout retourné, regardez, tout est par terre. Et c'est vrai, des armoires entières ont été vidées. Tous les dossiers de l'entreprise de Sylvain, qui est artisan menuisier, sont éparpillés sur le sol. La maison a été retournée. Est-ce qu'ils vous ont volé quelque chose ? Vous avez remarqué qu'il manque quelque chose ? Oui. J'avais mis du liquide caché dans une cassette vidéo, dans une enveloppe. L'argent a disparu. C'était pour payer nos vacances. On devait partir demain. Et c'est tout ? Non, j'ai vu aussi qu'il manque ses bijoux. Dès le lendemain matin, la terrible nouvelle fait le tour de Saint-Martin-d'Ablois. 1500 habitants, c'est tout petit. Et tout le monde connaissait Laurence, elle a un salon de coiffure, Laurence Coiffure, juste à côté de chez elle. Un cambriolage qui a mal tourné, c'est possible. Même s'il n'est pas courant que des cambrioleurs surpris fracassent la tête de celle qui vient de les prendre en flagrant délit. Ou alors elle les connaissait, et elle les aurait dénoncés. Ils n'ont pas eu le choix. À part ça, ces cambrioleurs sont très imprudents, parce que c'est une impasse. La maison des Dromard est au fond d'une impasse, une longue impasse, bordée de maisons de chaque côté. Les voisins les ont peut-être vus arriver. Bonjour monsieur. Gendarmerie. Vous venez pour Laurence ? Oui.
Vous avez vu quelque chose? Vu quelqu'un entrer chez les Dromard? Non. Non, j'ai rien vu, je suis désolé. Personne n'a rien vu. Les gendarmes fouillent toute la maison et ils trouvent des bijoux qui pourtant étaient en évidence et qui n'ont pas été volés. Et puis une enveloppe avec du liquide, 500 €. Et à partir de là, une idée commence à leur trotter dans la tête. Et si ça n'était pas un cambriolage qui tourne mal? Parce que tout de même, ils ont les premiers retours du légiste. On s'est acharné sur cette femme. Elle a reçu au moins 10 coups violents sur la tête. 10. D'après les projections de sang, les premiers donnés debout et ensuite au sol. Bam, 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 bam. C'est beaucoup, 10 coups. Vous voyez un cambrioleur surpris en plein travail qui balance 10 coups violents comme ça à une femme qu'il ne connaît pas? Non, ça ressemble à un meurtre déguisé en cambriolage. Et évidemment, à qui pensent les gendarmes? Vous y pensez aussi, j'en suis sûr. Le mari éploré qui suggère que c'est un cambriolage. Les voisins disent qu'ils l'ont vu arriver chez lui à 21h50. Ça colle avec son propre témoignage. Ok. Alors pourquoi n'appelle-t-il les pompiers qu'à 22h11? Que fait-il dans les 21 minutes qui séparent la découverte de sa femme en sang du moment où il appelle le 18? D'autant que Laurence, à ce moment-là, est entre la vie et la mort. Il y a urgence. Puisque dans les minutes qui suivent leur arrivée, les pompiers, par un massage cardiaque, parviennent à relancer son cœur. Il n'y a pas que ça qui laisse penser que peut-être Sylvain Dromard n'est pas blanc-blanc dans cette affaire. Le jour des obsèques de sa femme, Laurence. Après, il y a toujours un petit pot. Il y a des brioches, il y a du café, il y a des jus de fruits, ça se fait. Eh bien lui, oh, vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il a réclamé du champagne. C'est fou, hein? Du champagne le jour de l'enterrement de sa femme, comme s'il y avait quelque chose à fêter. Oh ben maintenant, le voilà avec sa poule, hein? Eh oui, ça c'est l'autre révélation de ce début d'enquête. Sylvain Dromard a une maîtresse, et d'après ce que disent les gens, la pauvre Laurence avait les cornes depuis le premier jour de son mariage. Sylvain l'a toujours trompée. Oh bah depuis 3 ans. Disons qu'il avait une régulière. Une attitrée, quoi. Muriel, qu'elle s'appelle. Muriel Bonin, secrétaire dans une boîte de matériaux de construction dont Sylvain Dromard est client. Mais attention, hein, n'imaginez pas une maîtresse qu'il va voir en cachette en racontant des bobards à sa femme. Depuis qu'il la connaît, Sylvain a quitté 2 fois le domicile conjugal pour aller vivre avec elle. Et puis il est revenu, pour les filles, pour leurs filles. Ça nous fait un mobile? Non. Il a une maîtresse, il n'arrive pas à quitter sa femme. Il la tue. Un mois après la mort de Laurence, Sylvain Dromard est donc convoqué par les gendarmes à la section de recherche de Reims. Et là, il y a 2 techniques. Soit ils lui font croire que c'est un interrogatoire de routine, et il voit venir. Soit ils lui disent d'entrer les choses. On vous soupçonne. Il y a ça et ça dans vos déclarations qui ne collent pas. On ne comprend pas, par exemple, pourquoi vous attendez 20 minutes pour appeler les pompiers. Les gendarmes choisissent cette dernière approche. Ils posent leurs doutes sur la table. D'entrée. En se disant c'est un amateur, ça va le déstabiliser. Eh bien pas du tout. J'aurais jamais tué Laurence. Enfin, c'est la mère de mes filles. Vous vous rendez compte? Ça peut pas être moi. Vous avez une deuxième vie, monsieur Dromard. Avec madame Muriel Bonin. Laurence le savait. Elle acceptait. Je lui ai dit avant même qu'on se marie que j'étais volage. C'était comme ça, elle me pardonnait. Vous nous dites tout allait bien avec ma femme? Oui. On avait plein de projets ensemble. Déjà, on devait partir en vacances, le lendemain de sa mort, en camping-car avec nos filles. Et puis pas plus tard qu'il y a 15 jours, on a acheté des appartements ensemble pour notre retraite. Montant de votre investissement? 450 000 €. 450 000. Et puis on était sur le point d'acheter une voiture neuve aussi. Et
là, les gendarmes lui demandent de s'expliquer sur ce laps de temps de 20 minutes entre son arrivée chez lui et le moment où il appelle les pompiers. Oh ben ça, c'est pas compliqué. J'ai tenté de la sauver, enfin, je lui ai fait un massage cardiaque, et puis du bouche à bouche. Et puis ensuite, j'ai voulu appeler, le téléphone de la maison était cassé. Il a fallu que j'aille chercher mon portable dans la voiture. Ça m'a fait perdre du temps. Cherchez pas plus loin. Ouais, pourquoi pas. D'autant qu'il y a un élément qui joue en sa faveur. D'après le légiste, l'arme du crime est un objet contondant. Genre matraque, poutrelle, batte de baseball, marteau, un truc qui blesse, qui peut tuer, mais qui ne tranche pas. Un objet contondant, pas tranchant. Or cette arme, les gendarmes ont fouillé toute la maison, ils ne l'ont pas retrouvée. Or si on imagine que dans le fameux laps de temps de 20 minutes, Sylvain tue sa femme, il n'a pas en plus le temps de se débarrasser de l'arme et d'aller la planquer. Bien en plus, puisqu'on ne la retrouve pas. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment tuer quelqu'un en 20 minutes? Il est 10h moins 10. Sylvain Dromard rentre chez lui. Il est tard, il est fatigué, il a travaillé toute la journée. Il descend de sa voiture. Il pénètre dans la maison, il va vers sa femme, et là, bam, 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 il lui fracasse le crâne 10 fois. Ça ne se fait pas en 20 minutes. Ça paraît dingue. Ou alors ça n'est pas à ce moment-là qu'il la tue. Ou alors, il n'était pas seul. Il avait un complice, ou une complice. Et là encore, pas de chichi entre nous. Un complice, à qui pense-t-on en premier? Sa maîtresse, Muriel Bonin. Elle a un intérêt dans l'affaire. Passer de l'amour à temps partiel à l'exclusivité. Avoir son Sylvain pour elle toute seule. Les gendarmes se font remonter sa fadette, la facture détaillée de son portable. Tiens. Muriel coupe son portable à 19h pour ne le rallumer que le lendemain matin. Or, quand on regarde ses factures depuis plusieurs mois, ça ne lui arrive jamais. Jamais elle ne coupe son portable une nuit entière. Et là, par hasard, elle l'éteint la nuit du meurtre. Louche. Très louche. À part ça, les gendarmes apprennent que les deux femmes, Laurence Dromard et Muriel Bonin, se détestaient. Mieux que ça. 3 mois avant le meurtre, elles se sont empaillées, figurez-vous. Laurence est allée chez sa rivale pour lui demander d'arrêter de fréquenter son mari. C'est ce que racontent leurs amis. Et Laurence aurait traité Muriel de pute. Et en retour, Muriel lui aurait collé une baffe. Et ça s'est terminé, façon Astérix. Pim, pam, poum. Et elles se sont battues comme des chiffonnières. Muriel a pris un ion au point que son médecin lui a collé plusieurs jours d'arrêt maladie. Est-ce que Muriel n'a pas tout simplement voulu se venger ? Le mardi 16 novembre 2010, 4 mois presque jour pour jour après le meurtre, Sylvain Dromard et sa maîtresse Muriel Bonin sont placés tous les deux en garde à vue, chacun dans leur coin. Madame Bonin, est-ce que vous pouvez nous détailler votre emploi du temps l'après-midi et la soirée du 15 juillet? J'étais chez moi. J'ai pas bougé. Ok, miss. Mais c'est long, une garde à vue. À l'approche de la 48e heure de garde à vue, Muriel Bonin, la maîtresse, craque. Je sais qui est l'auteur du crime. C'est Sylvain. Et elle donne tous les détails. Sylvain, il avait une batte de baseball. Il l'a attaqué par derrière. Elle est tombée. Il m'a dit qu'elle l'avait regardé, qu'il n'a pas supporté son regard, et il l'a frappé. Et il est frappé encore, par terre, au sol. Elle dit qu'il a ensuite maquillé son crime en cambriolage, renversé les meubles, les dossiers, cassé le téléphone, et qu'après il s'est changé, et qu'il a emporté ses vêtements souillés de sang et la batte de baseball, et qu'il est allé s'en débarrasser. Où s'en est-il débarrassé? À son atelier. C'est pas loin, c'est à 1 kilomètre de chez lui.
Il a tout mis sous la laine de verre du faux plafond. Et elle raconte la suite en détail. À 10h moins 10, il rentre chez lui comme si de rien n'était. Et là, il la voit bouger. Sa femme n'est pas morte. Il m'a dit qu'il l'a vue ramper sur le sol. Et on a maintenant le récit de ce qui s'est passé pendant les fameuses 20 minutes qui séparent son arrivée chez lui de son appel aux pompiers. Il l'a étouffé avec un torchon. Il a fini le travail. Et après, il a appelé les secours. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Elle donne beaucoup de détails, la maîtresse. Beaucoup. Elle décrit parfaitement la scène. Est-ce que ça veut dire qu'elle était là? Madame Bonin, vous nous racontez tout ça 5 mois après le meurtre. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé plus tôt? Pourquoi ce silence, madame? Mais j'ai appris tout ça très récemment. Il m'a raconté tout ça il n'y a pas très longtemps. Et il m'a dit que si je disais quoi que ce soit, il me mouillerait dans l'affaire. Il m'accuserait d'être sa complice. C'est pour ça que j'ai rien dit. Quelques minutes plus tard, les gendarmes vont coller les révélations de sa maîtresse sous le nez de Sylvain Dromard. Raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Enfin, j'ai pas tué ma femme. Elle délire. Parole contre parole. Il y a un moyen de vérifier si Muriel Bonin ment. Il n'y a qu'à aller à l'atelier de menuiserie et sonder le faux plafond. Et si on trouve ses vêtements tachés de sang et la batte de baseball, Sylvain Dromard est cuit. Les gendarmes y vont. Regarde là. Là, il y a un trou dans le faux plafond. Un trou, oui. Mais dedans, il n'y a rien. Ni vêtements, ni batte de baseball. Donc, elle a menti. Elle a raconté n'importe quoi. Pas sûr, car elle a quelque chose à ajouter. Il l'a pas laissée dans le faux plafond. Il est allé la brûler dans les vignes. Dans ses vignes. Et ses vêtements aussi. Ah ah! Ça, c'est intéressant parce que il y a dans la procédure le témoignage d'un riverain qui dit qu'il a vu Sylvain Dromard près de ses vignes. Eh bien, on y va. Allons fouiller la vigne. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la vigne en question? Les restes d'un feu. Et dans les cendres, les restes de semelles de chaussures de sport. Elle n'a donc pas menti, la bougresse. Sylvain Dromard a donc tué sa femme. Même si honnêtement, les gendarmes trouvent que Muriel Bonin donne beaucoup de détails. Beaucoup trop. Elle donne l'impression d'avoir assisté au crime. En attendant, retour face à Sylvain Dromard. Monsieur Dromard, suite aux déclarations de Madame Bonin, nous nous sommes rendus dans l'une de vos vignes. Et nous avons trouvé des cendres. Et dans ces cendres, des vêtements brûlés et les restes d'une paire de baskets. Est-ce qu'il s'agit de vos vêtements, monsieur Dromard? Pas du tout. Il est allé dans ses vignes, oui, mais pour les entretenir. Il dit que 2 pieds de vigne étaient malades, qu'il les a coupés, et qu'il les a mis à brûler dans un feu qui était là, dans un coin, et qui finissait de se consumer. Eh ben oui, enfin. Il est courant de trouver des feux allumés au milieu des vignes. Les gendarmes ne croient pas un mot de son histoire. Et à la fin de sa garde à vue, Sylvain Dromard est déféré devant la juge d'instruction et il est mis en examen pour l'assassinat de son épouse et placé en détention provisoire. Mais ça ne règle pas le cas de la maîtresse, Muriel Bonin. Est-ce qu'elle est impliquée? Est-ce qu'elle est complice? Les gendarmes étudient en détail le relevé de son portable et ils tombent sur un SMS, un drôle de SMS. Tu me diras ce que tu veux faire avec elle. Tu m'as dit avant le 17, on se soutient mutuellement, tu auras besoin de moi et moi de toi. Qu'est-ce que vous comprenez à ce SMS, vous? Eh bien d'abord qu'il y a une date butoir pour éliminer Laurence, le 17 juillet.
Et ça colle avec la date du meurtre, le 15 juillet. Et surtout, ce message signifie que la maîtresse était au parfum avant. Au minimum, elle savait que son amant allait tuer sa femme. Je dis au minimum parce qu'au maximum, elle y a participé. Et même est-ce que ça n'est pas elle, l'assassin? En fouillant le sac à main de Muriel Bonin, les gendarmes tombent sur un chéquier. Un chéquier qui a été utilisé chez Decathlon. Le montant du chèque colle avec le prix d'une batte de baseball. Où est-elle, cette batte de baseball, Madame Bonin? Elle est chez moi. Mais vous la trouverez chez moi. Et là, elle marque un point parce que, effectivement, on trouve chez elle une batte de baseball nickel. Pas une tache de sang, rien qui puisse laisser penser que c'est l'arme du crime. Sauf qu'on s'aperçoit que quelques jours après le crime, Muriel Bonin est allée chez sa sœur à Besançon et qu'elle est allée chez Decathlon à Besançon pour acheter en liquide une deuxième batte de baseball, la même que la première. Muriel Bonin est mise en examen pour complicité d'assassinat et elle aussi, elle file derrière les barreaux. Et voilà le scénario qui se dessine. Sylvain Dromard est raide dingue de sa maîtresse. Et elle, après 3 ans dans l'ombre, elle en veut davantage. Elle ne veut plus partager son amant avec sa femme. Elle le somme de se débarrasser de son épouse. Elle est l'instigatrice de l'assassinat et lui en est le bras armé. Le temps passe. Après 1 an d'emprisonnement, les 2 mis en examen sont remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire. Et c'est donc libre que le 27 juin 2016, 6 ans après l'assassinat de Laurence Dromard, ils comparaissent devant la cour d'assises de Reims. Et donc on ne les met pas dans le box des accusés, mais sur un banc, côte à côte. La scène résume parfaitement la situation. Ils sont chacun à un bout du banc. Ils ne se parlent pas. Ils ne se regardent même pas. Et tous les deux sont sur la même ligne. Sylvain Dromard dit « c'est pas moi, c'est elle ». Et Muriel Bonin dit « c'est pas moi, c'est lui ». Aux jurés maintenant de trancher selon leur intime conviction. Et entre autres choses pour trancher, les jurés vont s'appuyer sur l'impression que l'un et l'autre leur font pendant le procès. Sylvain Dromard, on a l'impression que ça ne le concerne pas. Il est là, impassible. Quand le président décide de montrer les photos de la scène de crime, le sang partout sur les murs, sur les meubles, aucune émotion. Pas un battement de cils, rien. C'est sa femme tout de même. C'est le sang de sa femme. Alors que elle, Muriel Bonin, elle, c'est tout l'inverse. Elle répond à toutes les questions. Elle pleurniche quand il faut pleurnicher. Une partition parfaite. Trop peut-être. Et ça finit par se retourner contre elle. Un expert vient à la barre. Sur la scène de crime, on a trouvé une trace de pas ensanglanté. Une trace de Converse taille 39. Il ne s'agit ni de la pointure de Sylvain Dromard, ni de celle de Laurence Dromard, la victime, ni de celle des pompiers qui sont intervenus. En revanche, Muriel Bonin, chose du 39. On ne peut pas jurer que c'est son empreinte, hein, mais ça met le doute. Le verdict tombe. Sylvain Dromard est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de sa femme. Et Muriel Bonin a 18 ans pour complicité d'assassinat. Et tous les deux sont arrêtés sur le champ et expédiés en prison pour purger leur peine. Tous les deux font appel. Et le procès se rejoue donc devant la cour d'assises de Troyes en septembre 2017. Et là, changement de décor, hein. Ils ne sont plus libres, ils sont prisonniers et ils sont donc tous les deux dans le box. Un procès d'appel marqué par une déclaration spontanée de Sylvain Dromard. Je vais vous dire ce qui s'est passé, réellement, le 15 juillet. En rentrant chez moi, j'ai vu 2 personnes. C'était Muriel Bonin et son frère. Elle m'a dit « Je viens de massacrer ta femme.
Elle m'a dit, si tu parles, je tue tes filles. Pourquoi est-ce que vous n'avez rien dit avant, monsieur? J'avais peur pour mes filles. Elle m'a dit qu'il y avait un contrat sur elle. Et puis elle a aussi mis un contrat sur ma tête. Depuis qu'on s'est séparés en avril. Pourquoi est-ce que vous faites ces révélations aujourd'hui, monsieur? Je suis obligé. Je peux plus garder ça pour moi. J'ai entendu trop de mensonges depuis le début du procès. On a beaucoup de mal à le croire. Parce que l'instruction a démontré que Sylvain Dromard et Muriel Bonin se sont revus après le crime. Et qu'ils ont même couché ensemble. Est-ce qu'on couche avec la femme qui vient de tuer son épouse, qui menace ses enfants et qui vous menace vous? Non. Enfin, normalement, non. Par cette ultime version, Sylvain Dromard pensait sans doute se disculper. Eh bien, c'est tout l'inverse. Et ça explique le verdict. Sylvain Dromard est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Et Muriel Bonin, sa maîtresse, est acquittée. Six mois plus tard, Sylvain Dromard, en prison, à Châlons en Champagne, avale une boîte entière d'anxiolytiques dans sa cellule. Il est retrouvé mort par les surveillants. Il s'est suicidé. Et je suis donc avec Monique Derrien, longtemps journaliste à Radio France, aujourd'hui à la tête d'un blog qui s'appelle moniquederrien.com. Monique Derrien, vous avez suivi cette affaire depuis le début et au long des deux procès. Est-ce que le suicide de Sylvain Dromard, au fond, n'est pas un aveu qui n'est jamais venu pendant les procès? Un aveu de sa culpabilité, sans doute, oui. Et puis je pense que il a compris, en fait, il s'est suicidé quand son recours en cassation a été refusé. Et il a compris à ce moment-là que, voilà, tout était perdu, qu'il ne pourrait pas restaurer la confiance de ses filles parce que ses filles comptaient beaucoup dans sa vie. Il n'y avait pas grand-chose qui comptait. Il n'y avait pas beaucoup d'humanité chez lui. Elles l'ont soutenu, ces filles, au procès? Jusqu'à un certain point. Il y a quand même eu un moment où c'était plus possible de le suivre, notamment quand il a inventé cette histoire rocambolesque d'un contrat qui pesait sur leur tête, sur sa tête à lui. En fait, il s'est tiré une balle dans le pied à ce moment-là. Parlez-nous de cet homme, Monique Derrien, parce que vous l'avez vu au cours de ces deux procès. À quoi ressemble donc cet homme qui, on peut résumer les choses comme ça, au lieu de quitter sa femme, la tue? Oui, c'est tout à fait ça. Au lieu d'avoir le courage de la quitter, il la tue. C'est très surprenant. Il aurait pu effectivement partir tranquillement avec Muriel Bonin. Bon, c'était quand même un homme assez violent. C'était un homme qui était très féru de séries policières, qui avait beaucoup bu ce soir-là. Je pense qu'il n'a pas eu le courage de la quitter. Il a trouvé celui de la tuer, en effet. C'est assez étrange. Alors évidemment, Monique Derrien, nous débriefons cette histoire avec vous. Vous êtes journaliste depuis longtemps dans cette région-là, la Champagne. Vous avez longtemps travaillé à Radio France. Vous tenez aujourd'hui un blog qui parle entre autres de procès et de justice, moniquederrien.com. On est désarçonné par le jugement contradictoire des deux procès d'assises, même s'il y a une seule vérité judiciaire, c'est qu'elle est innocente. D'abord, à quoi est-ce qu'elle ressemble, Monique Derrien? Est-ce que c'est une vampe? Est-ce qu'elle a une capacité de manipulation? Ou est-ce que c'est une brave fille? Alors, quand on la voit aux assises, c'est une femme intelligente, qui est structurée. C'est une jolie femme au premier procès, oui. Pas au deuxième, parce qu'elle sort de prison. Enfin, elle est détenue à ce moment-là et qu'elle est très marquée par la détention, comme l'était d'ailleurs Sylvain Dromard, qui avait beaucoup perdu de son arrogance au moment du procès en appel. Donc, on n'a pas quand même le sentiment d'avoir une manipulatrice en face de soi. Qu'est-ce qui fait la différence alors au deuxième procès? Ce qui fait la différence au deuxième procès, pour moi, c'est la façon dont elle a été défendue. D'abord, le procès a duré plus longtemps. C'est peut-être aussi l'attention des jurés qui ont compris ce que l'avocat de la défense voulait leur expliquer, c'est-à-dire que Muriel Bonin a été une femme extrêmement amoureuse de Sylvain Dromard
et que quand il a fini par tuer sa femme pour la garder elle, parce que les ultimatums qu'elle lui envoyait par téléphone, rien ne prouve que c'était des incitations à tuer. Non, effectivement. C'était peut-être simplement, et sans doute simplement, c'est ce que les jurés ont compris en tout cas, sans doute simplement une incitation à la quitter, à quitter sa femme. Parce que le SMS dit, tu me diras ce que tu veux faire avec elle, tu m'as dit avant le 17. Et ça ne veut pas dire, effectivement, tu m'as promis de la tuer avant le 17. Et ça n'est qu'un des SMS, parce qu'il y en a eu des dizaines et des dizaines. Ils étaient en relation permanente. Donc, elle lui a dit que là, cette fois, c'était la date butoir, parce qu'il était question, enfin, le projet de la famille Dromard, c'était de partir en vacances tous les quatre, le couple et les deux filles, dans un camping-car le lendemain du drame. Donc, c'est en tout cas ce que Sylvain Dromard a fait croire à sa femme. Il lui a fait croire ça. Est-ce qu'il avait l'intention vraiment de partir? On peut en douter, parce que, par exemple, l'assurance du camping-car, il l'a résilié la veille. Il savait déjà la veille qu'il ne partirait pas en camping-car. Il est précautionneux, il résilie l'assurance. Et très, très, très organisé. Donc, je pense que, d'ailleurs, il a été condamné pour assassinat, donc il a prémédité ça, et l'avocat général lui a lourdement reproché de faire croire à sa femme qu'il allait la retrouver, qu'il était de nouveau un père et un époux modèle, et en fait, c'était pour mieux la tuer. Alors, je voudrais qu'on reprenne ensemble quand même quelques-uns des points qui font que longtemps on pense qu'elle est la complice de Sylvain Dromard. D'abord, la masse de détails qu'elle donne sur le meurtre, c'est assez stupéfiant. C'est un meurtre auquel, a priori, donc, elle n'a pas assisté, dont elle n'était pas informée, et elle le raconte comme si elle l'avait vécu. Parce que Sylvain Dromard lui raconte tout de suite. Parce que, en plus, en lui racontant tout, il est un peu machiavélique, Sylvain Dromard. En tout cas, on peut imaginer que ça s'est passé comme ça, parce qu'effectivement, on n'en sait rien. Mais il lui raconte tout, parce que c'est une façon, si vous me passez l'expression, de la mouiller, de se la mettre dans la poche. Il est plus tout seul dans ce crime. De l'embarquer avec lui, quoi. Voilà, elle est compromise avec lui une fois qu'elle sait tout. Et donc, ça vraiment, c'est assez typique du comportement de Sylvain Dromard, qui était quand même un amant assez terrible, si vous voulez, et un homme assez terrible. C'était notoirement un coq de village, un homme à femme, sa femme le savait. Muriel Bonin a compté un petit peu plus dans sa vie que les autres femmes. La liaison avec Muriel Bonin a été plus importante que celle qu'il avait avec les autres femmes, mais il a trompé et sa femme et sa maîtresse en même temps pendant les 3-4 années qu'ont duré leur liaison. Enfin, c'était quelqu'un qui était capable de harceler, qui avait un petit côté pervers dans sa relation avec les femmes. Et Muriel Bonin était, de ce point de vue-là, une femme sous emprise, très certainement. Alors que par ailleurs, c'est une femme de tête, c'est une professionnelle accomplie, très appréciée de ses employeurs. Elle a très vite retrouvé du travail quand elle était sous bracelet électronique. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle a très vite refait sa vie aussi, d'ailleurs, à ce moment-là, en attendant son procès en appel. Donc, c'est une femme qui, d'un côté, est capable de très bien gérer les situations et qui, de l'autre, était vraiment sous l'emprise de cet homme qu'elle aimait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et je pense que c'est ça que les jurés ont compris. Alors moi, il y a quand même un détail qui me gêne et qui a dû être dans la tête de tout le monde jusqu'au bout, c'est que donc elle achète 2 battes de baseball. Oui. La seconde, sans doute, pour remplacer la première. Enfin, en tout cas, c'est l'analyse qu'on fait. Alors, ça pèse pas au moment où on la quitte? Alors, les battes de baseball, on peut comprendre aussi comment ça s'est passé. Vous avez raconté cette agression assez violente qu'il y a eu avec crépage de chignon, oui. Voilà, crépage de chignon. Sylvain Dromard, dans son côté machiavélique, il n'était pas mécontent que ces femmes se battent comme ça. Ça l'a pas bouleversé, ça lui a pas fait de peine. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il était au centre comme ça d'un conflit qui est allé très loin, ça le valorisait plutôt. Donc, ce qu'il a dit à Muriel Bonin, une fois qu'elle s'était fait bien amocher, il lui dit là maintenant, il faut quand même que tu te protèges un petit peu.
et que tu t'achètes une arme. Donc ils vont sur Internet, ils commencent à chercher à acheter une arme, sauf que pour acheter une arme, il faut donner son identité. Vous Enfin, voulez tas dire de un précisions. pistolet ou une carabine? Voilà. Et Sylvain Dromard, qui était quand même très peu scrupuleux, il faut le dire, il propose à ce moment-là à Muriel Bonin d'acheter l'arme sous l'identité d'un des salariés qui venait de renvoyer, avec lequel il avait eu des histoires. Donc on ne prenait pas beaucoup de risques en utilisant cette identité-là pour acheter l'arme. Et Muriel Bonin a dit non, moi c'est un truc que je ne fais pas, je ne vais pas prendre l'identité de quelqu'un d'autre pour acheter une arme. Et donc on se rabat à ce moment-là, mais tous les deux, devant l'ordinateur quand ça ne marche pas pour le pistolet, on se rabat sur la batte de baseball. Et elle va acheter cette batte de baseball, mais sans se cacher, pour se protéger donc d'une prochaine agression possible De Laurence l'épouse. Dromard. Elle va acheter cette batte de baseball, et c'est là où aussi ça a énormément pesé dans l'acquittement, c'est qu'elle y va à visage découvert, qu'elle signe avec un carnet de chèques et qu'elle paye sa batte de baseball avec son carnet de chèques, donc elle se cache pas pour aller acheter cette première batte de baseball. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il se rabatte sur une batte de baseball parce qu'il a déjà, lui, envisagé de tuer sa femme avec une batte de baseball et qui se dit, tiens, On au ne passage... peut pas l'exclure. Personnellement, Ça lui je ne ressemble. l'exclus pas. Ça lui ressemble. Ça colle avec son personnage. Vraiment. J'ai rarement Et donc- des journalistes en ligne pour raconter mon histoire. Ce sont souvent des avocats qui débriefent les histoires. J'en profite. Votre intime conviction à vous, Monique Desriens, c'était quoi? C'est qu'elle est innocente. Ça C'est vous a qu'elle est convaincu? innocente, c'est qu'elle était une femme sous influence, c'est qu'elle avait besoin d'être aimée et que quand Sylvain Dromard a tué sa femme, il l'a fait pour l'amour de Muriel Bonin. Et ça, pour elle, c'était un cadeau énorme et que sa loyauté lui empêchait à ce moment-là de ne pas le soutenir. Et donc, effectivement, après, quand elle a su ce qu'il avait fait, elle a continué à le soutenir, à le couvrir, jusqu'à ce qu'elle craque en garde à vue. Mais c'était encore une histoire d'amour. Tout ce qu'elle a fait à ce moment-là, ça ne pouvait pas être de la complicité. C'était de non-dénonciation de crime, mais elle ne pouvait pas être complice après le crime. Vous voyez, parce que ce qu'on lui reprochait, c'était tout ce qu'elle avait fait après, qui était assez incompréhensible. Enfin, personne n'a compris pourquoi elle est restée avec Dromard, parce que c'est quand même ça qui s'est passé. Ils se voyaient en cachette, etc. Et ça, Et c'est elle très continue de difficile. coucher avec lui alors qu'elle sait Voilà, qu'il a tué sa femme. voilà. Ils se retrouvent dans la voiture, dans les parkings, dans les hôtels, etc. Et ça, c'est incompréhensible. Sauf que, encore une fois, c'est une femme qui avait besoin d'amour, qui n'a pas une vie très heureuse, qui voulait des enfants qui n'en a pas eu, qui a eu un premier mariage raté. Et le psychiatre l'a dit, ça, à l'audience. Le psychiatre a expliqué que elle l'a soutenue, encore une fois, sous une forme de loyauté, et que c'était pour elle presque, enfin cette mort, c'est horrible à dire comme ça, mais cet assassinat était presque un cadeau qu'on lui faisait, vous voyez. Alors, elle a passé au total plus de 2 ans en prison, 1 an avant le premier procès et 14 mois entre les 2 procès. 2 ans de prison alors qu'on est innocent, ça mérite d'être indemnisé. Est-ce qu'elle a été indemnisée? Elle a été indemnisée à hauteur de 117 000 € de mémoire. D'accord. Et elle avait Voilà. réclamé 300 000, je crois. Oui, son avocat, mais vous savez, ça c'est le jeu, Le jeu habituel. de la plaidoirie, on demande beaucoup. Mais pour, l'État français s'est excusé auprès d'elle et l'a indemnisée à hauteur de 117 000 €. Absolument, parce que quand même, ça a été un long chemin pour elle. Et si vous me permettez encore une toute petite chose à propos de Muriel Bonin, c'est que elle est devenue amie avec l'aumônière de la prison dans laquelle elle a été détenue. Et cette aumônière, encore une fois, c'est une amitié très forte qu'elles ont toutes les deux, parce que cette femme a été convaincue que Muriel Bonin ne pouvait pas être coupable, et parce que Muriel Bonin, la première fois qu'elles se sont parlé dans des cercles paroles qui étaient organisés en maison de détention, Muriel Bonin a dit son immense soulagement d'avoir fini par parler aux enquêteurs. C'est-à-dire qu'elle a gardé ce secret pendant plusieurs mois avant de se libérer d'un poids énorme. Et c'est une fille, si vous voulez, c'est ça qui est très très compliqué à comprendre, et je crois qu'il faut avoir une approche psychologique de ce que peut être une femme amoureuse et sous influence. Elle a gardé ce secret parce qu'elle était
très amoureuse et elle a fini par craquer et elle a été soulagée de craquer quand elle a fait ses aveux. Merci beaucoup, Monique Derrien, d'avoir accepté de revenir sur cette histoire. Je rappelle que votre blog s'appelle moniquederrien.com. On y trouve des comptes rendus de procès, des papiers sur l'actualité judiciaire de la Champagne, et aussi des choses plus gastronomiques sur la Champagne, et notamment sur le champagne. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.